Bien alors, pour cette série de vidéos, oui série parce qu'il va y en avoir plusieurs, parce que c'est mon plus gros projet, je vous propose de m'accompagner pour la fabrication d'un photomaton. Non, pas pour avoir les photos d'identité, un photomaton ou photobooth en anglais, qui permet d'avoir des photos rigolotes quand vous faites une réunion, un mariage ou un anniversaire, enfin un double anniversaire, but pour lequel j'ai fait ceci. En plus, 3 boutons, caméra derrière, bandeau LED. Je vous montre tout ça, j'espère que vous allez apprécier ces différents épisodes qui partent de rien, de la fabrication de la caisse, de l'installation du matériel électronique et informatique à l'intérieur, jusqu'à avoir un résultat. On voit ça ensemble, on est parti pour quelques heures, ça m'a pris quelques jours, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à tout de suite. Alors il est important pour moi de vous montrer quelle est la source des logiciels que je vais utiliser. C'est donc le site trevili.com que vous voyez juste ici. Ce site vous explique comment faire un photomaton à partir d'un Raspberry Pi de A à Z. Vous avez même la possibilité d'imprimer vos photos si vous suivez son tutoriel en entier. Alors moi personnellement, j'ai pas pris cette option d'impression parce qu'en fait c'était pas demandé. Peut-être un jour plus tard quand je trouverai une imprimante à mettre avec ce type d'appareil. Donc vous voyez que vous avez là toute la démarche à suivre. Je ne reviendrai pas sur ce que la personne qui a fait ce site explique très bien. Alban a très bien travaillé, c'est très bien fait. C'est surtout fait à partir de rien. Donc vous prenez une carte SD vide, vous installez ce qu'il faut sur le Raspberry, je vous le montre juste après, et vous suivez la démarche, vous aurez un photomaton complet. N'hésitez pas à le soutenir sur Litchi. Moi, dans cette vidéo, je vais plutôt revenir sur ce que j'ai modifié ou sur ce qui ne montre pas exactement sur ce tutoriel. Alors, on va commencer tout de suite par installer à neuf un Raspberry. Alors, pour faire fonctionner le Raspberry Pi, je récupère un OS, un système d'exploitation. J'en ai déjà parlé, vous allez voir dans une autre vidéo. Donc, je prends le Raspberry Pi OS Lite avec desktop, c'est-à-dire avec un affichage au niveau du bureau. J'avais déjà pris une version light, mais là, il n'y a pas d'affichage. Ensuite, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Banana Etcher, qui va me permettre de récupérer cette image, le fichier, et de pouvoir le mettre, l'injecter, le copier sur une carte micro SD de façon automatique. La seule chose, vous le voyez, il me demande mon mot de passe administrateur. Une fois que ceci est fait, j'ai plus qu'à attendre que cette carte micro SD soit fabriquée. Quand elle est fabriquée, je vais pouvoir accéder à des partitions, car effectivement, dans ces partitions automatiquement créées par le logiciel, je vais rajouter des fichiers. Je vais d'abord rajouter un fichier SSH qui me permettra d'accéder à distance à la machine, mais je vais aussi rajouter un fichier qui s'appelle wpa-supplicant.conf qui va me permettre de renseigner les informations nécessaires pour se connecter au Wi-Fi. Oui, parce que par défaut, le Raspberry Pi, il ne sait pas comment se connecter à mon Wi-Fi. J'ai pas envie de le brancher par câble, etc. Ne vous inquiétez pas si c'est allé un peu vite, vous pouvez repasser la vidéo, ça me fera une vue de plus, je suis super d'accord avec ça, mais je vous mets toutes les informations dans la description juste en dessous. Une fois que ceci est fait, je le redémarre et je vais sur mon routeur chercher l'adresse IP de mon Raspberry Pi et grâce à ça, je peux me connecter en SSH, à savoir me connecter à distance sans avoir besoin d'y brancher ni un clavier, ni une souris, ni un écran. Juste la carte micro SD et l'alimentation suffisent, ça va me permettre, vous le voyez, d'accéder à distance à mon Raspberry Pi. Une fois que c'est fait, première étape, je lui demande de faire un update, apt-get update, pour chercher les mises à jour des logiciels. Alors il n'y aura pas grand chose puisque j'ai pris avec bureau, mais pas avec tous les logiciels de bureautique. Une fois que c'est fait, je lui demande de faire un upgrade, c'est-à-dire que pour toutes les mises à jour qu'il a trouvées, il va appliquer ces mises à jour. Pareil, les lignes de commande sont en dessous. Enfin, je vais utiliser la commande raspi-config qui permet de modifier des informations du Raspberry sans avoir besoin de s'y connecter. Première chose, je modifie le mot de passe de l'utilisateur par défaut. Par défaut, c'est Raspberry, j'en mets un autre. Deuxième chose, je veux aussi modifier la zone de temps et le langage qui est utilisé pour le clavier. Oui, parce qu'à un moment, comme il faudra taper du code, si mon clavier est en QWERTY, je vais galérer quand même pour les touches puisque moi j'ai un clavier AZERTY. N'oubliez pas, et vous le voyez que ici je le fais, n'oubliez pas d'enlever l'anglais de la liste pour pas qu'il soit avec le français. Donc vous enlevez la version anglaise et vous cochez bien la version française.
Une fois que c'est fait, vous allez voir qu'il va aller chercher automatiquement, puisqu'il est connecté au Wi-Fi, il va aller chercher automatiquement les mises à jour et les fichiers nécessaires pour appliquer cette modification de langue et de clavier. Chose qu'il va falloir activer maintenant, il va falloir activer la caméra. Oui, parce que par défaut, la caméra n'est pas activée sur la Raspberry, c'est-à-dire qu'elle n'enregistre rien par défaut. Donc vous activez la caméra et vous dites est-ce que vous voulez l'activer? Il le fait et c'est réglé. Dernière chose que l'on peut activer aussi, c'est le serveur VNC. Alors serveur VNC, on en parle juste après, c'est pour se connecter au bureau à distance. Mais ça sera une partie de la vidéo en tant que telle. Enfin, pour pouvoir utiliser au mieux tout l'espace de la carte SD, moi j'ai pris une 16 Go pour pouvoir stocker les photos, vous allez lui demander d'étendre la possibilité d'utiliser toute la place sur la carte SD. Une fois que tout ceci est fait, vous allez redémarrer votre Raspberry Pi et vous aurez un Raspberry Pi tout neuf, une fraîche install, prête à être utilisée pour mettre en place votre photomaton. Donc on va voir ça juste après. Serveur VNC, c'est un serveur, donc un service qui va démarrer en même temps l'ordinateur et qui va permettre d'envoyer sur le réseau l'image de l'écran. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ça, si vous avez un client VNC, celui que je vous montre sur le site ici, qui est téléchargé dans votre machine, vous pouvez vous connecter à distance avec l'adresse IP de votre machine, ainsi que le nom et le mot de passe que vous devez utiliser pour voir apparaître l'écran de la machine. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas besoin de brancher de clavier, pas besoin de brancher de souris, pas besoin de brancher d'écran, et pourtant vous voyez quand même l'affichage à l'écran de votre ordinateur à distance. C'est très pratique pour des serveurs parce que ça permet d'agir dessus à distance, même si pour la plupart du temps on n'a pas besoin d'un affichage. Là pour un photomaton évidemment on veut afficher les photos, donc on a besoin d'un affichage, sinon le SSH suffit. Si on devait faire un équivalent, c'est comme du SSH, c'est avoir du contrôle à distance avec l'affichage du bureau qui permet par exemple d'aider ses petits camarades quand ils ont des pannes et qu'on peut les aider à réparer à distance à travers internet si jamais ils ne savent pas trop quoi faire avec. Alors voilà pour VNC, on va passer à la suite. Alors maintenant effectivement il va falloir mettre en place les scripts et c'est là qu'on voit l'utilité de VNC. Je vais pouvoir me connecter directement sur le Raspberry sans avoir besoin d'y mettre un écran. Alors vous le voyez, première chose, je vérifie. Comme c'est précisé sur le site trevilly.com, allez-y, tout est là-bas, c'est pour ça que je ne détaille pas plus ici. Je vérifie que la Raspi Cam fonctionne. Ensuite, je vais installer l'ensemble des modules nécessaires pour que Python puisse fonctionner. Là aussi, une ligne de commande à faire copier-coller. Seule chose, c'est pas mis les modules nécessaires pour commander des imprimantes puisqu'il n'y a pas d'imprimante. Enfin, je vais aller récupérer l'ensemble des scripts sur le site de trevilly.com. Allez-y, tout y est. J'ai déjà dit non. Donc tout y est, même le tutoriel, il n'y a qu'à suivre. Donc vous voyez que grâce à ça, je récupère un point zip. Ce point zip qui est dans le dossier téléchargé, il suffit par la suite de le copier directement dans le dossier home de l'utilisateur Pi, ce qui permet, une fois qu'il est copié, de le décompresser et de tout avoir dans le répertoire. Donc une fois que vous avez tout dans votre répertoire, c'est relativement simple, vous n'avez qu'à modifier ce que vous voulez modifier. C'est justement ce que j'ai fait, car certaines fonctionnalités n'y étaient pas ou ne m'intéressaient pas. C'est pour ça que je me suis permis de modifier les scripts. Je vais d'ailleurs prendre un peu plus de temps pour vous montrer l'ensemble des modifications que j'ai faites, parce que tout le reste est sur le site trevilly.com. Allez-y. Je vais donc vous présenter les modifications que j'ai faites dans ce script. Alors d'abord, vous le voyez ici, je parle de modifications qui sont déjà précisées dans le site trevilly.com. Allez-y, tout y est. J'ai déjà dit, non? Donc par exemple, là, je modifie pour la largeur de la photo. Alors, petit détail, dans la fonction play, je vais enlever ce qui correspond à l'impression. Car effectivement, moi, dans mon photomaton, il n'y a pas d'imprimante pour imprimer directement les photos. Donc je n'ai pas besoin de ça. J'ai rajouté, je vous le montre ici, vous voyez ligne 191, vous voyez que j'ai rajouté de quoi éteindre les flashs, donc parce que par défaut ça n'était pas. Et ensuite vous le voyez juste là, je suis en train d'effacer les lignes qui correspondent à l'impression. Donc même chose, comment éteindre le flash, enlever les lignes qui correspondent à l'impression. Ne vous inquiétez pas, la photo est toujours prise. Et enfin, pour la fonction qui permet d'assembler 8 photos, toujours la ligne pour éteindre le flash et
j'enlève les lignes qui correspondent à l'impression. Alors maintenant, je vais vous montrer de façon un peu plus précise la fonction afficher image. Oui, parce que dans ce script-là, par défaut, l'image n'est pas affichée après avoir été prise. Alors vous voyez, là c'est la nouvelle version, elle sera dans la description, ne vous inquiétez pas. Je l'ai un peu modifié pour que je puisse afficher l'image qui vient d'être prise, puis après remettre l'écran en noir pour pas qu'elle se surimprime à la vue par la caméra. Alors pour être précis, d'abord, vous voyez ici, j'arrête le prévisionnage de la caméra, ça veut dire qu'on ne voit plus ce que renvoie la Raspicam. Ensuite, je récupère l'image en tant que background et ensuite je blitte l'image, c'est-à-dire que je l'affiche à l'écran. J'attends 2 secondes, puis avec l'écran, je le remplis de la couleur noire, je dessine un rectangle noir et je mets en place l'image. Et ensuite, je redémarre la caméra. Donc vous voyez que grâce à cette fonction afficher photo, qu'il faut placer au bon endroit dans le script, je vous le montre, il faut l'afficher avant delete image, parce que si vous le faites après delete image, il n'y aura rien à afficher. Donc vous voyez que j'ai un peu modifié ce script pour qu'il puisse correspondre à ce que je voulais. Et donc, afficher la photo juste après qu'elle soit prise pour que les personnes soient contentes ou pas du résultat. Mais cela ne me suffisait pas, effectivement, je me suis dit comment les gens vont récupérer leurs photos. J'avais essayé sur clé USB, mais ça m'a posé de gros soucis de dossiers qui n'étaient pas inscriptibles. Alors du coup, je me suis dit, je vais faire quelque chose dans l'air du temps, je vais utiliser le Wi-Fi pour pouvoir récupérer les fichiers. Mais du coup, je me suis reconnecté en SSH, vous le voyez, à mon Raspberry Pi pour pouvoir installer Samba. Alors Samba, c'est un système de partage des fichiers. Grâce à ça, vous voyez qu'il suffit de répondre yes, je vais pouvoir avoir un dossier partagé dans lequel on pourra venir récupérer les images. Donc je modifie le fichier samba.conf pour rajouter un partage lié à une sécurité liée à un partage. Donc vous voyez ici le code qui s'affiche, sécurité égale share, donc c'est le partage qui définit la sécurité. Et ce partage, ça va être le dossier photo qui contient l'ensemble des photos prises par le script Python 3 sur leur Raspberry. Donc les gens pourront aller voir ce dossier, récupérer les photos, mais ne pourront pas écrire à l'intérieur. Alors vous me direz, certes, c'est bien d'avoir fait ça. Ensuite, on peut essayer de redémarrer Samba. Et comme au final, redémarrer Samba ne fonctionnait pas, j'ai fini par rebooter le Raspberry Pi. En attendant qu'il reboot, je vous explique la suite de ma démarche. Je me suis dit, oui, récupérer par un partage Samba, c'est bien, mais ça veut dire que le Raspberry va être branché au même réseau sans fil que le téléphone qui va vouloir récupérer. Et c'est pas possible. Donc en fait, j'ai fait en sorte que le Raspberry Pi serve de hotspot, c'est-à-dire que c'est lui qui va diffuser un réseau Wi-Fi, c'est lui qui va accepter la connexion des autres périphériques dessus avec un mot de passe, d'accord? Alors le mot de passe relativement simple, hein. Super Serge, j'aime bien celui-là. Donc ce mot de passe va être facilement utilisable. Les personnes qui ont un téléphone vont pouvoir se connecter au hotspot. Vous voyez ici que j'ai installé hotapd. Ensuite, je stoppe le fonctionnement de ce service, le temps de pouvoir modifier les fichiers de configuration. Oui, parce qu'en fait, si je veux que mon Raspberry serve de hotspot, il faut que je lui donne quelques configurations, notamment sur les adresses IP que je veux utiliser, sur le nom du réseau Wi-Fi, etc. Donc vous voyez que là, je précise que le SSID s'appelle Photomaton sur la carte réseau VLAN 0 et que le mot de passe est Super Serge. Ensuite, je vais modifier le fichier hotapd, parce que j'ai un peu de mal à le dire, pour pouvoir, vous le voyez ici, lui dire qu'effectivement c'est ce fichier-là qu'il faut utiliser au démarrage et non pas rechercher un réseau Wi-Fi. Ensuite, je vais installer sur le Raspberry un DNS, c'est-à-dire un DHCP, pardon, c'est-à-dire un logiciel qui va donner des adresses automatiques aux appareils qui vont se connecter sur ce réseau Wi-Fi, parce que c'est bien de pouvoir se connecter dessus, mais c'est bien d'avoir une adresse IP pour pouvoir se connecter. Donc vous voyez qu'il y a un ensemble de commandes à installer ainsi que de fichiers à modifier, mais même chose, je ne détaille pas la vidéo, vous la voyez passer, mais je suppose que vous n'aurez pas envie de la faire comme ça pour pouvoir faire le code. Je vais tout mettre dans la description, dans une petite partie, créer son hotspot avec son Raspberry. Ça vous permet de partager les fichiers. Donc ça veut dire que maintenant, vous le voyez ici, mon système, vous le voyez ici, mon système est totalement en place.
j'ai les scripts Python, j'ai le service Samba qui partage et j'ai le hotspot. Donc maintenant, je vous montre à quoi ça ressemble vu de l'extérieur. Donc vous avez ici le résultat final, le Raspberry Pi avec sa caméra et une clé USB pour pouvoir enregistrer les photos, parce que je voulais que les photos soient sur clé USB qu'on puisse facilement retirer. Vous remarquez que j'ai mis un Raspberry Pi 3 parce qu'effectivement pour le traitement des photos c'est nettement plus rapide. Vous avez ici le cache pour la caméra, ici une sorte de boîtier pour fixer le Raspberry dans la boîte, et vous avez là les boutons, donc les boutons pour 1, 4, 8 photos pour éteindre l'appareil, et ici le relais qui va commander les LED qui seront faites tout autour de la Raspicam pour pouvoir éclairer les personnes qui se prennent en photo. Donc là toute la partie électronique est faite, il reste maintenant à le brancher sur un écran. J'ai pris un écran d'occasion, ce qui fait que je suis obligé d'utiliser un adaptateur HDMI vers VGA. Enfin, l'adaptateur, c'est un truc que j'avais déjà. Et l'écran, il m'a coûté 8 €, donc ça va. Donc voilà, donc maintenant, l'étape d'après va être de tout monter dans la boîte pour avoir quelque chose de fonctionnel out of the box. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire et laisse un like. Et en plus, si tu veux que Monsieur Renoir soit encore plus connu, tu peux t'abonner et ne pas oublier la cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos à venir.